Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer cette conférence. Je prie à les personnes qui sont encore debout de bien vouloir s'asseoir. Donc cette table ronde, comme vous le savez, a un thème à la fois large et ambitieux. Il s'agit de discuter des mutations du capitalisme depuis 50 ans. Alors que s'est-il passé exactement depuis les années 60 ? En guise d'introduction, je rappelle quelques faits sur lesquels nos intervenants reviendront bien évidemment. Mais quand on pense aux mutations du capitalisme depuis 50 ans, on pense évidemment à la question de l'industrie. On a pu parler de société post-industrielle qui est due à la baisse de la part de la production industrielle, de la valeur ajoutée des industries dans le PIB. En France, vous savez que on était autour de 25-30% dans les années 60, on est tombé aujourd'hui autour de 10%. Cela affecte évidemment l'organisation au travail. Cela affecte aussi l'organisation de la société. On a parlé du déclin de la classe ouvrière, le déclin du taux de syndicalisation. Ce déclin de l'industrie a été associé à aussi un déclin du taux de croissance de la productivité et du PIB, sur laquelle on reviendra, parce que c'est quelque chose qui ne sera pas une surprise pour vous. On parle aujourd'hui de stagnation séculaire. Il y a des grands débats pour savoir si cette croissance faible va continuer. Est-ce que c'est le nouvel avenir à laquelle nous devons faire face ? Une autre question évidemment qui a été bien documentée, c'est celle notamment de la question des inégalités de revenus et de patrimoine qui ont largement augmenté, avec ici des différences notables entre les pays depuis les années 60. Cette augmentation des inégalités, elle est souvent liée aussi à la question de l'État et de la présence de l'État. Donc souvent est discutée la question du retrait de l'État qui a pu s'opérer depuis ces années-là. Alors il faut ici sans doute distinguer, on parle de retrait de l'État sur notamment le retrait des actifs de la part de l'État dans la production. Il y a beaucoup moins aujourd'hui d'entreprises nationalisées. Les calculs montrent que les actifs de l'État étaient encore de 30% de la richesse nationale dans les années 60. Aujourd'hui, on est en dessous de 5% dans la plupart des pays européens. Quand on regarde les dépenses publiques, c'est ici une autre histoire, puisqu'elles ont soit été stabilisées ou ont même augmenté dans certains pays. La dette publique, elle, les actifs ont baissé, en l'occurrence, elle a beaucoup augmenté. Tout cela est aussi lié à une résurgence des crises financières. Les années 50, les années 60, c'était un monde où les crises financières et bancaires étaient absentes. Aujourd'hui, depuis au moins le début des années 90, elles sont réapparues et on en a fait l'expérience maintenant il y a déjà presque 10 ans. Et tous ces phénomènes sont liés quelquefois sont regroupés dans le terme de mondialisation financière, mondialisation commerciale. Les flux commerciaux en proportion du PIB ont été multipliés par 3 ou 4 depuis les années 60, les flux financiers par au moins 10. Et cette mondialisation, donc non seulement il y a eu une résurgence de cette intégration financière et commerciale, mais aussi il y a un processus politique qui est lié à cette mondialisation, fort différent des précédents épisodes de mondialisation qui ont été connus dans le passé. Kevin O'Rourke, qui est ici, spécialiste d'histoire économique, qui a beaucoup travaillé sur le 19e, pourra confirmer que la mondialisation du 19e, qui est souvent vue comme un précédent de la vague de mondialisation actuelle, c'est une mondialisation fondée sur des empires. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est l'émergence d'États souverains, et qui, pour certains, on pense ici aux monarchies pétrolières, à la Chine, défendent aussi un modèle qui peut être un nouveau modèle de capitalisme. Et on en vient à cette question qui nous anime aujourd'hui sur la mutation du capitalisme. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui face à un modèle unique ou à une diversité des modèles de capitalisme ? Est-ce que cette mondialisation qu'on a vue à l'œuvre nous impose d'utiliser le pluriel lorsqu'on parle de capitalisme ? La mondialisation a évidemment changé aussi les échelles d'analyse et on reviendra sûrement sur le fait que beaucoup de constats que j'ai énoncés rapidement au début, celle de la faiblesse de la croissance, de la montée des inégalités, si on regarde en fonction des régions du monde, on voit que l'histoire n'est pas du tout la même. Donc c'est un petit peu de tous ces thèmes que, évidemment, ce sera impossible d'apporter des réponses à toutes les questions qui peuvent être soulevées ici, mais nos deux intervenants vont essayer de nous donner une image assez globale de toute cette mutation, et tout en soulignant les points importants pour penser l'avenir, le futur du capitalisme actuel. Et donc on parlera autant de la question de la croissance, on est déjà revenu dessus, la question de la mondialisation, assistons à un retournement aujourd'hui, les flux
dont je parlais, ils ont augmenté, mais aujourd'hui ils se stabilisent depuis la crise financière. Est-ce que c'est simplement une stabilisation ou est-ce qu'on va assister, est-ce qu'on est en haut d'une courbe qui va s'inverser? Et enfin, les conséquences politiques. Kevin O'Rourke a aussi beaucoup écrit sur les conséquences du Brexit. Daniel Cohen, dans son dernier livre, Le monde est clos, le désir infini, parlait de qu'est-ce que peut être une société où la croissance est relativement faible. Donc ces questions politiques et sociales liées à ces mutations du capitalisme vont aussi être au cœur de discussion. Donc je laisse maintenant la parole à nos deux intervenants. Kevin O'Rourke, je rappelle qu'il est professeur d'histoire économique à Oxford. Il parle parfaitement français, donc il a accepté, on le remercie, de parler ici en français. Et puis Daniel Cohen, professeur à l'École d'économie de Paris et à l'École normale supérieure. Merci bien pour cette introduction. Je vais peut-être me mettre debout parce que je n'ai pas de lunettes, donc je ne verrai pas cet écran-là. Donc, est-ce qu'on peut mettre le fichier, Maël? Merci. Donc, c'est un sujet bien vaste, bien français, je me suis dit. C'est extrêmement vaste. Donc, où commencer? Moi, je ne sais pas trop, mais bon, je suppose que si on parle de mutation, on parle de choses qui ont changé, et puisqu'on est en France, où il y a la nostalgie des 30 Glorieuses, on va peut-être commencer par parler du fait qu'on a l'impression que les choses ne vont pas aussi bien qu'ils ne le faisaient autrefois. Donc voilà. Donc je vais parler un peu de la croissance, des tendances de croissance à long terme et puis un peu de mondialisation. Alors quand les économistes parlent de croissance, on a l'habitude, quand on pense quelles sont les sources de la croissance, à faire la distinction entre la croissance dans le pays qui est le plus développé du point de vue technologique, c'est-à-dire la frontière technologique en quelque sorte, et les autres. Si on est à la frontière technologique, la croissance, pour qu'on devienne encore plus riche, il faut inventer de nouvelles technologies. Et donc le taux de croissance sera déterminé par si on réussit à faire ça rapidement ou pas. Si on est à l'intérieur de cette frontière technologique, alors on peut croître en important des technologies qui ont déjà été inventées ailleurs, et c'est toute une autre problématique. Alors, je vais commencer par faire cette distinction, et même si on est en France, j'espère que vous me pardonnerez si je dis que, bon, dans un premier temps, on pourrait considérer que depuis la fin du 19e siècle, en quelque sorte, les États-Unis, c'est quelque part la frontière technologique. Hein? C'est trop simpliste, mais c'est un peu comme ça. Alors là, j'ai dessiné une courbe du produit intérieur brut, des revenus par habitant aux États-Unis. Et la courbe, l'échelle, c'est logarithmique. Donc on est en France, donc les étudiants, ils sont tous forts en maths, je le sais. Et donc vous savez tous que, vu que c'est une échelle logarithmique, la pente de cette courbe, c'est le taux de croissance. C'est pour ça que j'ai fait ainsi. Et ce que vous voyez, c'est que le taux de croissance aux États-Unis, à la frontière technologique, est impressionnamment stable. Hein? On peut parler vraiment d'un taux de croissance qui a été quasiment constant depuis la guerre civile aux États-Unis. Alors il y a des hauts et des bas. Vous voyez là, ça c'est la Grande Dépression, ça c'est la Deuxième Guerre mondiale, et il y a des variations, et je vais y revenir, mais dans un premier temps, on peut considérer qu'en fait, ils inventent de nouvelles technologies à un rythme assez constant. Ça varie, c'est imprévisible, mais dans la longue durée, jusque-là, c'est allé ainsi. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir sur la frontière, c'est assez ennuyeux. Pour la drame, il faut aller à l'intérieur de la frontière. Donc là, j'ai dessiné des courbes. Le bleu, c'est l'Europe occidentale. Là, c'est le produit intérieur brut par habitant en pourcentage du produit intérieur brut par habitant aux États-Unis. Hein, donc, ça veut dire que, par exemple, là, à ce moment-là, produit intérieur brut en Europe occidentale, c'était environ à 80% du produit intérieur brut par habitant aux États-Unis. Hein? Donc ça montre si on est près de la frontière ou loin de la frontière. Alors ce que vous voyez, c'est que on était à 80% du PIB américain. Alors les Américains commencent à croître de façon impressionnante et nous, on accumule un retard. Et puis, il y a une convergence, et puis il y a la Deuxième Guerre. Et alors, maintenant, bien sûr, il y a un énorme retard, on est beaucoup plus pauvres qu'eux. Et alors, on récupère. Et ça, c'est les 30 Glorieuses.
Hein, ça, c'est les 30 glorieuses. On est passé de 50% du PIB par habitant américain à quelques 70% du PIB américain, hein, pour finir à peu près où on était dans les entre-deux-guerres. Donc ça, c'est les 30 glorieuses. Donc, une leçon qu'on pourrait en tirer, c'est que si vous voulez encore une deuxième 30 glorieuse, il faut accumuler un tel retard vis-à-vis des États-Unis, hein, que vous soyez tellement pauvre vis-à-vis des États-Unis qu'après vous pouvez faire une telle convergence. Mais c'est peut-être ça, pas ça une politique qu'il faudrait soutenir. Hein. Ce ne serait pas très raisonnable. Donc ça, c'est nous. Alors, le Japon, c'est encore plus impressionnant. Et ça, c'est les tigres, Singapour, Corée, etc. Encore plus impressionnant, parce qu'à cette étape-là, à ce stade-là, ils étaient au niveau africain. Et maintenant, ils sont pareils que nous et pareils que les Japonais, quoi. Ah. Ça, je devrais aussi dire, puisqu'on est en France, ça, c'est le PIB par habitant. On pourrait aussi faire des courbes comme ça, montrant la productivité par travailleur. Et là, la France est beaucoup plus performante, en fait. Vous êtes au même niveau quasiment des Américains. Donc, si vous êtes un peu riche, c'est peut-être parce que vous avez choisi de travailler un peu moins. Et c'est pas forcément fautif, hein, c'est à vous de choisir. Hein. Si vous voulez vos week-ends, etc., c'est peut-être pas mal. OK. Alors, parlons des 30 glorieuses. Là, c'est les taux de croissance pendant les 30 glorieuses, presque 5%. Beaucoup plus qu'auparavant et beaucoup plus qu'après. Alors, comment comprendre ces 30 glorieuses? En partie, c'est en anglais, mais je vais traduire. En partie, c'est la conséquence des dégâts qu'a fait la guerre. Donc, ce tableau, ce que ça dit, c'est, là, c'est 1891 pour la France. Donc, ça veut dire qu'en 1945, votre PIB était au niveau qu'elle avait été en 1891. Donc, c'est ça les dégâts qu'a fait la Deuxième Guerre. C'est énorme. Hein? Donc, vous êtes chuté en arrière de quelques 60 ans. Mais ce qui est aussi frappant, c'est qu'en 1900, il ne vous a fallu que 4 ans pour récupérer le niveau que vous avez eu en 1939. Hein? Et donc, pendant cette période, vous avez eu une croissance de 19% par an. Donc, une partie du miracle d'après-guerre, c'était simplement la reconstruction. Et c'était impressionnant, mais ça se comprend assez facilement. Hein, il y a des tas de choses qui ont été détruites et vous les reconstruisez. Mais les 30 glorieuses, c'est après 49, hein, c'est jusqu'à 73. Alors, donc ça, c'est la reconstruction, et alors ça, c'est les 30 glorieuses. Alors, comment comprendre les 30 glorieuses? Il faut le comprendre sous une optique de convergence économique. Alors, sur ce dessin-là, là, c'est la richesse par habitant en 1950. Hein? Donc ça, c'est le point de départ initial. Et si vous étiez plus riche ou plus pauvre en 1950. Donc, les plus riches, c'est les Américains et les Suisses. Les plus pauvres dans cet échantillon de pays, c'est les Grecs, les Portugais, etc. Et la France est au milieu. Et sur cet axe-là, vertical, c'est le taux de croissance entre 1950 et 1973. Hein? Donc, quel a été votre taux de croissance en moyenne pendant ces 25 ans? Et ce que vous voyez, hein, c'est pas de la théorie, là c'est purement empirique. Hein? On peut constater que, en fait, ceux qui étaient plus riches au début ont connu une taux de croissance moins élevée que ceux qui étaient plus pauvres au début. Et la France, vous étiez un pays moyen au début et vous avez connu une taux de croissance moyenne pendant les 30 glorieuses. Donc ça veut dire qu'il y a eu une tendance systématique en Europe occidentale qui a vu les pauvres croître plus rapidement que les riches. Hein? Vous voyez aussi qu'en dessous de la courbe se trouvent ces pays britanniques et irlandais. Donc nous, l'Irlande, on était au même niveau que l'Italie et on a connu un taux de croissance suisse. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Et les Anglais, pareil. Hein? Et en fait, il y a eu une maladie anglaise qui s'est terminée en 73 quand ils sont devenus membres de l'Europe. Et pareil pour l'Irlande. Ça, c'est une autre histoire, peut-être.
Bon, alors, c'est une histoire de convergence. Hein, et comment ces économies ils ont cru, hein, c'est en important des technologies qui avaient été développées entre les deux guerres aux États-Unis et raffinées après dans le secteur automobile, électrique et ainsi de suite. Alors, on peut aller plus loin. Là, c'est des courbes qui démontrent qu'en Europe occidentale, il y a une corrélation positive entre le taux d'investissement dans les pays et le taux de croissance. Ça veut dire que la croissance pendant les 30 Glorieuses a été plus forte dans les pays européens où on a investi plus. Hein? Donc, l'investissement, c'était très important. Et ça se comprend peut-être par le fait que quelque part, on savait ce qu'il fallait faire. Il fallait produire des automobiles, il fallait produire des télévisions, etc. Et donc, le secret, c'est est-ce qu'on pouvait construire les usines pour faire tout ça? Et donc, il fallait divertir du revenu de la consommation dans les épargnes pour après être investi dans la construction d'usines, etc. Donc, c'était un moment où les institutions qui ont connu le plus de succès étaient les institutions qui permettaient ces taux de croissance élevés. Et c'était quoi ces institutions? C'était des institutions comme maintenant on appelle dans le monde anglo-saxon, en tout cas corporatistes peut-être. Donc c'est des institutions où il y a des deals gagnants entre les salariés et les chefs d'entreprise. Hein, les salariés n'exagèrent pas trop quand il s'agit de demandes de hausse de salaire. Donc il y a des bénéfices, mais en contrepartie, ces bénéfices ont été investis et ça a permis aux économies de croître et après les salariés ont bénéficié à long terme. Et les pays qui ont connu le plus de succès comme l'Allemagne, ils ont eu ces deals très, très structurés entre le salariat et les chefs d'entreprise. Donc ça, c'est une partie, le secret du succès pendant les 30 Glorieuses, mais il y a aussi une corrélation entre les exportations et la croissance. Les pays qui ont connu le plus de croissance en Europe sont les pays où il y a le plus de hausse d'exportation. Et ça aussi, ça se comprend parce que à quoi bon d'ériger une usine pour fabriquer, que sais-je, des automobiles dans un petit pays européen, et tous les pays européens sont petits, si on ne peut pas vendre ces automobiles partout en Europe. Hein, il faut un marché à grande taille pour permettre de bénéficier des économies d'échelle. Et c'est là, bien sûr, où la construction européenne devient très importante dans cette histoire des 30 Glorieuses. OK. Alors, le problème, c'est qu'après un certain moment, on a convergé. Hein? En ce qui concerne la productivité, vous avez convergé. Alors, il ne s'agit plus d'importer des technologies qui ont été développées ailleurs. Ce n'est pas question de est-ce qu'on peut épargner suffisamment pour investir dans des usines pour faire ce qu'il faut aux États-Unis. Vous êtes à la frontière, il vous faut innover vous-même. Et alors, on peut discuter de cela, mais il y a des débats entre économistes. Peut-être que les institutions des 30 Glorieuses deviennent moins performantes quand vous êtes à la frontière. Donc peut-être qu'il vous faut des institutions qui permettent plus facilement d'innover. Hein, donc tout ce qui est recherche-développement, peut-être qu'il faut des institutions, par exemple, dans le marché de capital, où on emprunte plus facilement à des jeunes entrepreneurs, etc. Donc il y a ces débats. Hein? Et donc, peut-être qu'il faut changer d'institution. Je ne prends pas de position là-dessus. Donc ça, c'est pour les 30 Glorieuses et la vie à l'intérieur de la frontière. Maintenant, nous sommes à la frontière. Et alors, Eric a mentionné, il y a maintenant un débat sur ce qui se passe à la frontière. Là, ce sont des taux de croissance annuels d'une mesure de technologie qui est très discutée, mais c'est ça ce qu'on a. Et ça démontre que ça avance, mais de façon assez irrégulière. Et alors, je vous laisse décider à vous-même. Est-ce que vous voyez qu'il y a une tendance à la baisse ou pas? Ça se discute. Hein? Il y a certains qui disent que maintenant, les taux de croissance technologique aux États-Unis, ça c'est américain, c'est moins élevé maintenant que dans le passé. Hein? Et c'est ça tout le débat. Moi, je dirais en tant qu'historien que c'est imprévisible.
hein. On ne peut jamais prédire le futur. Et il y a des tas de chantiers pour l'innovation énergétique ou autre où on peut espérer qu'il y aurait des progrès, parce que sinon, on est cuit, littéralement. Mais pour ça, on verra. OK. Alors, est-ce que ça peut avoir un rapport avec la vie quotidienne des gens? Alors là, sur cet axe-là, c'est la croissance fondamentale, fondée sur la croissance démographique et la croissance technologique. Hein? Et là, sur cet axe-là, c'est le taux de chômage en moyenne pendant ces périodes-là. Et tout ça, c'est américain. Et bon, si on exclut ça, et je vais en revenir, en excluant ça, je ne sais pas, moi, je vois une relation négative. Hein? Moi, il me semble que le taux de chômage a été systématiquement plus bas pendant les périodes où il y avait des bases pour une croissance forte, soit technologique, soit des bases technologiques, soit des bases démographiques. Et que quand il y avait moins de croissance technologique et démographique, il y avait plus de chômage. Alors, en principe, ça ne devrait pas être comme ça. Nos théories, d'habitude, font la distinction entre ces variables-là. Ça, c'est la croissance à long terme, et le chômage, ça, c'est quelque chose qui varie dans le court terme. Donc, ça ne devrait être pas comme ça. Mais je constate qu'il y a peut-être une certaine corrélation en moyen terme. En moyen terme, donc, forcément, il n'y a pas beaucoup d'observations. Et on ne peut pas dire de façon très précise que ça existe. Alors, ça, c'est quoi? C'est la Grande Dépression, n'est-ce pas? Et ça, juste entre parenthèses, les années 30 c'était une décennie qui a connu une incroyable essor technologique. Et quand même, il y a eu cette catastrophe de la Grande Dépression. Mais là, il s'agit d'erreurs de politique monétaire flagrantes. Hein? Donc ça, c'est l'exception. Mais ailleurs, il y a peut-être cette corrélation. Et pourquoi? Eh bien, si elle existe, c'est parce que quand il y a plus de croissance technologique et démographique, il semble dans les données plus d'investissement. Hein? Et quelque part, c'est normal, non? Si vous avez inventé des tas de nouvelles choses, alors il y a une demande pour l'investissement pour construire des usines qui vont produire ces nouvelles choses. Hein? Quelque part, c'est pas illogique. Et ça se comprend bien qu'il y aurait peut-être une corrélation entre l'investissement et le chômage. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'investissement, alors il n'y a pas suffisamment de dépenses dans l'économie. Et s'il n'y a pas suffisamment de dépenses et pas suffisamment de demandes, alors il n'y a pas forcément suffisamment d'emplois pour tout le monde. Alors ça reste très spéculatif parce que c'est fondé sur une dizaine d'observations, mais c'est sûr qu'à la fin des années 30, il y avait beaucoup de gens qui se souciaient du fait qu'il y avait... Eux, ils voyaient un ralentissement démographique. Et ils avaient peur que donc il n'y aurait pas suffisamment de boulot parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de demande pour l'investissement. Alors, que faut-il faire? Eh bien, je ne veux pas être trop radical, mais je vais juste dire que si on rentre peut-être dans une période, et on ne peut jamais le savoir, on ne peut pas le prédire avec certitude, on ne peut pas dire que ça ne va pas arriver avec certitude non plus. Si on rentre dans une période, hein, c'est pas l'éternité, ça sera une période de 10 ans, 20 ans, où il y a moins de croissance technologique, il y aura alors peut-être moins d'investissement qui va avec, il y a peut-être des problèmes d'avoir suffisamment d'emplois pour tout le monde. Alors dans ces conditions-là, s'il y a des choses qu'il serait utile que le gouvernement fasse de toute manière, ça devient encore plus utile dans de telles périodes. Alors je ne parle pas de politique keynésienne où on emprunte, je ne parle pas de ça, je parle de dépenses qui sont financées par des impôts. Hein? Mais même des dépenses de l'État financées par des impôts peuvent être utiles et créer des emplois et stabiliser l'économie s'il y a un manque de demande à moyen terme. Et quels seraient ces chantiers où peut-être il y aurait des dépenses publiques qui seraient utiles à faire? Le chantier énergétique, je suppose. Hein? Ça ne va pas se faire tout seul. Rebasculer l'économie vers les énergies renouvelables et tout ça. Et c'est utile
c'est utile et c'est nécessaire. Et malheureusement, de nos jours, avec la Russie, M. Trump, la Turquie, etc., il y a peut-être besoin de dépenses militaires en Europe aussi. Et ce n'est pas le plus utile, mais c'est peut-être nécessaire et ça peut aussi, malheureusement, créer des emplois. Alors, je parlerai plus brièvement maintenant du mondialisation. Il y a plusieurs visages du mondialisation. Il y a la migration, et il y a les flux de capitaux. Les flux de capitaux, c'est sûr qu'ils sont liés aux crises financières qui deviennent de plus en plus fréquents. Et même notre récente crise dans la zone euro a été liée aux flux de capitaux qui venaient du centre de l'Allemagne, de la France, vers la périphérie, vers l'Irlande, vers l'Espagne. Et c'est passé par des banques, il y a des bulles. Et on a vu ça maintenant plusieurs fois en Asie du Sud-Est, en Russie, en Argentine, et ainsi de suite. Et il faut y faire quelque chose, il me semble. Mais il y a aussi la commerce extérieure. Il y a une série d'articles qui sont vraiment, qui sont maintenant justement célèbres et qui sont très frappants par trois auteurs, David Autor qui est américain, je crois, David Dorn qui est suisse et Gordon Hanson qui est américain aussi. Et ils démontrent que dans des comtés, on va dire aux États-Unis, où dans les années 80, ils fabriquaient des choses qui allaient dans les 2 ou 3 décennies à suivre, être concurrencés par les Chinois. Hein. Dans ces districts-là, il y a eu plus de chômage, plus de problèmes de santé, et il y a eu une polarisation politique aussi. Ceux qui étaient déjà à droite deviennent fous furieux, ceux qui sont à gauche votent pour comment il s'appelle notre ami de Vermont, là, qui n'est pas fou furieux. Il est assez sympathique, en fait. Mais donc, ils vont vers les extrêmes, les deux extrêmes du spectre. Et ça se comprend quelque part. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis que ça survient. Tu as mentionné que j'ai bossé sur la mondialisation du 19e siècle. Mais au 19e siècle, on a vu quelque chose de pareil, en fait. Ce n'est pas seulement la Grande Guerre qui a démantelé cette première grande mondialisation. Il y a ici eu des vastes importations en Europe de nourriture produite sur les terres vierges et vraiment pas chères du Nouvel Monde. Et ces importations de blé, de viande et tout ont mis une énorme pression sur les revenus des gens qui travaillaient dans l'agriculture en Europe. Et il y a eu partout en Europe un backlash. Il y a eu un retour vers le protectionnisme parce que ceux qui étaient les perdants de cette mondialisation ne l'aimaient pas trop. Et où ils ont eu le pouvoir, ils ont eu gain de cause. Donc la mondialisation peut avoir ses effets politiques là. J'étais là en 2005. J'étais dans mon petit village en Chartreuse, où je vais souvent et où je serai le 11 novembre devant les monuments aux morts, car je suis conseiller municipal là-bas. Et en 2005, je montais toutes les semaines à Sciences Po. Et j'étais là pendant le référendum. Et donc j'ai vu moi-même les jeunes, les anciens du village ont voté pour le traité, parce que c'était des gens qui penchaient vers le UMP, vers Chirac, ils faisaient ce que leur disait Chirac. Mais les jeunes, c'était presque tous des non. Et je montais à Paris et à Sciences Po, c'était presque tous des oui. Donc ce clivage, je le connais très bien. Et plus généralement, on voit que les classes populaires ont été beaucoup plus prêts à voter non que les classes professionnelles. Donc ces clivages qu'on a vus en 2016 dans les pays anglo-saxons, ça existe aussi et chez vous et en Irlande aussi et un peu près partout en Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça devient plus difficile à savoir. Hein. Mais il me semble que le slogan de Macron, qu'il nous faut une Europe qui protège, ce n'est pas bête. Bien sûr, c'est ça. Et c'est ça le fondement de l'Europe, n'est-ce pas? C'était un deal entre les pays européens. On va bénéficier du grand marché, hein, qui nous permettra de devenir riches, mais en même temps, on ne va pas faire en sorte qu'il y a comment on dit, compétition vers le bas, un nivellement vers le bas. On va quand même construire une modèle social européenne. Donc on va vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre, comme le souhaitent les Anglais. Nous, on a eu un grand marché
et on a eu un modèle social européen. C'est pour ça qu'il a fallu toute cette gouvernance au niveau européen. Et donc ça, c'est ça vraiment, l'Europe est construite pour ça. Donc de nos jours, il me semble qu'il nous faut plus d'Europe que jamais. Et j'arrêterai là. Bien. Merci Kevin. C'est vraiment toujours un plaisir de t'entendre présenter ces grandes fresques et de te plier à l'exercice si français de donner de la cohérence à cette formidable période de transition que nous avons connue. Donc je vais reprendre un peu le même exercice, mais en laissant justement de côté tout ce que Kevin vient de dire, mais qui me paraissent absolument décisifs, et notamment la question de bien comprendre pourquoi les 30 Glorieuses étaient au fond à la fois une période de si forte croissance et en même temps une période si rassurante, parce que tout simplement on savait où on allait. Et donc on n'avait pas le prix à payer de ces incertitudes que l'on découvre quand on est à la frontière d'un monde qui s'écrit. Je vais reprendre cette question de ces 50 dernières années par un autre angle, mais au fond en me dispensant de reprendre justement toutes ces choses que Kevin vient de dire. Je crois que s'il fallait dire d'un mot ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, mais cette façon de le dire est autant une affirmation qu'une interrogation, c'est qu'on est sorti de la société industrielle pour rentrer dans un nouveau monde que, pour un certain temps, on a appelé la société post-industrielle. Et je vais revenir tout à l'heure sur justement ce terme qui, je crois, aujourd'hui peut être précisé. Mais quand on parlait de société post-industrielle, dès les années 60 et a fortiori ensuite, on désignait le monde qui disparaissait et non pas le monde qui advenait, un peu comme les révolutionnaires français. On parlait de l'ancien régime lorsqu'ils ont aboli le régime monarchique sans trop savoir où ils allaient, mais en sachant ce qu'ils voulaient supprimer et détruire. Et cette notion de société post-industrielle, elle est lourde d'ambiguïté. Je vais juste vous rappeler brièvement les 2 ou 3 façons dont on en a parlé. Le plus souvent, on en a parlé au départ de manière très positive. En 1948, c'est-à-dire dès le lendemain de la guerre, un de nos grands économistes français, entre économistes et sociologues à la fois, Jean Fourastier, à qui on doit justement le terme des 30 Glorieuses, et qui a écrit ce livre passionnant de suivi dans son petit village aussi des mutations qui se sont produites au cours des 50 années, des 30 années, 25 en réalité, qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre antérieur, en 1948, il parlait du grand espoir du XXe siècle, à propos déjà de cette transformation qu'il annonçait, d'une économie, dans son langage, qui était industrielle et qui allait devenir une économie de service, qui allait se tertiariser. Et dans son idée, cette société que je vais appeler post-industrielle, c'était le 3e âge d'une mutation de l'espèce humaine, pour le dire très brièvement, au cours de laquelle, dans la première phase, les humains travaillaient la terre. Alors il faudrait faire une phase 0 pour parler des chasseurs-cueilleurs, mais on va commencer avec la révolution agricole, parce que sinon ça va être trop français si on remonte trop loin, mais où pendant 10 000 ans, on a travaillé la terre, puis pendant 2 siècles, on a travaillé la matière dans la société industrielle, et puis la société de services, encore une fois post-industrielle pour l'appeler comme ça pour l'instant, c'était une période au cours de laquelle l'homme allait travailler l'homme lui-même. On allait dans la société de services travailler une matière qui est l'homme dans l'éducation, dans le soin apporté aux gens, dans la santé. Et pour lui, c'était la grande bonne nouvelle, le grand espoir, puisque ça voulait dire qu'on allait rentrer dans une économie enfin humaniste, enfin humanisée, puisque c'était l'homme qui allait se travailler lui-même. Et un peu plus tard, mais dans parfaitement le même esprit, un sociologue américain, Ronald Inglehart, avait proposé une interprétation de cette sortie du monde industriel
très proche de celle que proposait Fourastier, même si je pense qu'il ne connaissait pas directement, mais qui éclaire d'une autre manière ce grand espoir. Engelhardt disait qu'au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, on avait forgé un idéal humaniste de progrès moral, de progrès dans le passage, dira Kant, à l'âge adulte des humains capables d'autonomie par rapport au choix de leur destin et de leurs croyances affranchies de la société à ordre de l'Ancien Régime et des superstitions de la société agraire, pour le dire simplement. Et ce que dit Engelhardt, c'est que cet idéal des Lumières va être brisé par la révolution industrielle. Pas accompli, mais brisé par la révolution industrielle. Parce que ce que va faire la révolution industrielle, c'est accomplir deux choses, au fond, en même temps. D'une certaine manière, prolonger l'idéal des Lumières, puisque, dit-il, on va passer de sociétés dominées par le religieux à des sociétés laïques, qui ont confiance dans la science. Donc l'ingénieur, pour le dire simplement, va remplacer les prêtres au cours de cette période industrielle. Donc c'est évidemment pour lui une bonne chose. Mais en même temps, la société industrielle va très vite reconstituer un ordre vertical d'obéissance hiérarchique dont on trouvera, on va dire, le point d'aboutissement avec l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire un siècle plus tard en réalité, mais qui va garder, qui va réinterpréter, mais préserver le modèle de société hiérarchique qui venait de ces sociétés féodales ou agraires, tout simplement. Et pour Engelhardt, il faut vraiment attendre la sortie de la société industrielle et le passage à cette société post-industrielle pour espérer accomplir l'idéal des Lumières d'une société qui redevienne horizontale, une société d'autonomie, une société de créativité, où chacun peut librement penser un destin digne de ses attentes. Et c'était pour lui, et rejoint, vous voyez bien d'une autre manière, l'intuition de Fourastier, la sortie du monde industriel qui permettait enfin d'accomplir l'idéal de progrès qui avait été pensé au XVIIIe siècle dans des conditions tout à fait différentes, antérieures à la société industrielle, par la philosophie des Lumières. Et ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il y a eu un formidable malentendu sur la signification de cette société industrielle, de cette société post-industrielle, et qu'elle n'a pas du tout produit ce qu'on pouvait espérer. Et c'est ça que je vais essayer de dire brièvement maintenant. D'abord, pour le dire vraiment simplement, on peut dire que l'idéal d'Engelhardt d'autonomie, de créativité, dont la société post-industrielle était censée être le vecteur, c'est bien accompli, mais sous une forme pernicieuse d'un impératif catégorique. Il faut, dans la société post-industrielle, être créatif. Il faut être, pour reprendre l'expression de Autor et de ses co-auteurs, il faut sortir de la routine, accomplir des tâches non routinières, pour survivre dans la société post-industrielle. Et ce qui devait être un idéal d'émancipation est devenu une exigence épuisante. Et la montée du stress, de la tension nerveuse qu'on observe partout dans le monde d'aujourd'hui, c'est une des manifestations de cette transition très éloignée de l'attente qu'on avait pu avoir, encore une fois en suivant ces intuitions d'Engelhardt. Cette polarisation de l'emploi qu'on observe aujourd'hui, en tout cas certainement dans les données américaines, et je crois aussi, même s'il faut creuser davantage dans les données pour les voir dans les données françaises, et j'ouvre une parenthèse pour dire que nous avons au CEPREMAP des chercheurs qui ont documenté cette polarisation de l'emploi, mais qu'on observe en France qu'à condition de regarder à l'intérieur des entreprises, pas simplement entre les secteurs. Mais cette polarisation de l'emploi, elle signifie en quelque sorte que nous avons au milieu de la distribution des emplois, une formidable destruction d'emplois, tout ce qui, dans la société administrative tertiarisée, donnait lieu à des emplois routiniers
des emplois, encore une fois, souvent dans les banques, dans les assurances ou dans les administrations, sont en passe d'être remplacés par des logiciels. Et puis c'est vraiment au debout de la chaîne qu'on observe de la valeur ou de la création d'emplois, tout en haut, dans lequel cet idéal de créativité dans la publicité ou dans la finance, en effet, devient un impératif épuisant, mais très bien rémunéré, pour le dire simplement. Et puis, en bas, dans la distribution des revenus, ces emplois qui ne peuvent pas être robotisés, de soins à la personne, ceux qui formaient le grand espoir de Jean Fourastier et qui sont devenus, en tout cas dans l'échelle des revenus, le nouveau prolétariat, c'est-à-dire des couches sociales désaffiliées, sans organisation, sans soutien par un collectif, qu'il soit syndical ou ouvrier, et qui sont, pour le dire très simplement, très mal payés. Le grand emploi, le grand secteur qui a créé beaucoup d'emplois au cours des 30 dernières années, les aides à la personne, sont ceux qui, en France comme aux États-Unis, sont les plus mal payés. Ce sont les emplois qui, précisément, ont totalement cessé d'incarner cet avenir radieux qu'en réalité Fourastier avait en tête. Et on voit ici à l'œuvre une transformation de notre société qui hier était industrielle et offrait, sous la forme d'une verticalité hiérarchique, une forme d'intégration des personnes à des collectifs auxquels ils pouvaient associer. On voit au contraire une pulvérisation de ces collectifs, et l'avènement de sociétés horizontales signifie en réalité beaucoup plus l'avènement d'une forme nouvelle d'anomie sociale, pour parler comme Durkheim dans la société actuelle. Alors nous avons toujours avec les chercheurs du CEPREMAP et en collaboration avec les chercheurs de Sciences Po, nous avons regardé attentivement, comme tu l'as fait avec l'exemple de ton village, les déterminants du vote pour le Front National. En fait, on a fait une analyse un peu exhaustive du vote dans plusieurs dimensions. Je vais juste parler ici du vote pour le Front National. Et quand on regarde les déterminants du vote du Front National, on trouve des choses attendues, que ce sont les gens qui ont un faible revenu et qui sont peu éduqués, qui votent pour le Front National, ceux qui ont un niveau de bien-être individuel très faible, qui votent pour le Front National, évidemment exactement le symétrique des gens qui votent pour Macron, qui sont très éduqués, qui ont un fort niveau de revenus et qui ont un niveau de bien-être très élevé. Mais ce qui est, je dirais que c'est attendu, mais ce qui est plus intéressant, je crois, et qui va dans le sens de ce lien avec la notion d'anomie sociale qui expliquait le suicide chez Durkheim, c'est que quand on regarde économétriquement, nous avons une banque de données extraordinaire, puisqu'avec le CEVIPOF, nous avons pu suivre 15 000 personnes pendant plusieurs mois tout au long de l'année électorale. Donc ça nous donne une information d'une richesse unique pour faire de l'économétrie. Là, tu disais, on ne peut pas faire de l'économétrie avec une dizaine de points. Nous, on peut en faire avec ces 15 000. Au départ, il y en avait 20 000. À la fin, il y en avait 15 000, ce qui est évidemment tout à fait considérable, de gens qu'on a pu suivre en expliquant leurs déterminants du vote. Eh bien, en faisant cette analyse économétrique simple, on voit que les déterminants individuels de la personne, que ce soit en termes de bien-être individuel ou d'éducation ou de revenus, évidemment, expliquent très bien, négativement, moins j'ai, plus je vote pour le Front National, mais que les vieilles classes sociales, est-ce que je suis ouvrier? Est-ce que je suis employé? Est-ce que mon père était ouvrier? Est-ce que ma mère était employée? Que ces choses-là ne déterminent pas du tout le vote économétrique, économétriquement parlant, pour le Front National. La seule chose qui apparaît pour le Front National, c'est est-ce que relativement à mon père, puisqu'on a la profession du père, je suis déclassé? Est-ce que je fais moins bien que mon père? Ça, oui, si je fais moins bien que mon père, je vote pour le Front National, en tout cas évidemment dans une marge statistiquement significative. Ça veut dire que c'est le vote des personnes qui sont dans le ressentiment individuel et dans l'anomie sociale dont parlait Durkheim. À l'inverse, je ne vais pas en parler trop dans le détail, mais le vote pour Fillon, pour Mélenchon, s'explique par ma profession, la profession de mon père. Il reste encastré dans, au fond, l'analyse par classe sociale qu'on faisait habituellement. Bien sûr, évidemment, les considérations individuelles jouent aussi. Par exemple, pour prendre un autre exemple qui, j'espère, vous convaincra de cette différence très importante, si je vis dans une commune pauvre, je vais voter Mélenchon.
Mais ça ne va pas déterminer si je vote Le Pen. C'est si je suis pauvre que je vais voter Le Pen. La détermination de la commune dans laquelle j'habite n'est pas un des déterminants du vote. Ça montre, encore une fois, que c'est un vote de désaffiliation, d'anomie. Et là, je ne peux que renvoyer aux travaux que Hervé Lebras a fait lui-même sur ces questions et qu'il utilise ce parallélisme. Donc j'en viens un peu plus vite que prévu, mais à la conclusion, et qui va permettre de reprendre ça en un mot. Je disais, on a défini la société post-industrielle, comme l'Ancien Régime, par ce qu'elle avait aboli. Je crois qu'on peut dire maintenant positivement ce qu'elle est. On peut la nommer comme on a pu nommer la société industrielle un peu après que l'Ancien Régime a été aboli. Je crois qu'on peut s'entendre, c'est une question au fond pour Kevin et aussi une manière dans cette discussion, je crois que si on doit définir aujourd'hui positivement le monde dans lequel on dirait qu'on est tout simplement dans une société numérique. Nous sommes rentrés dans une société numérique qui, en tout cas, entrer ou hésitons à y entrer, nous devons y entrer un peu comme un suppositoire dans le corps si on veut trouver notre place dans cette société. Et cette société numérique, c'est le suppositoire qui... je vous remercie, mais... Et je ne pensais pas avoir un tel succès avec cette formule, mais en tout cas, bon, je la reprendrai. Et donc, en tout cas, je pense que c'est ça qu'il faut maintenant totalement réinterpréter. Comment la société numérique est en train de réinventer nos destins individuels, nos destins collectifs. Ça n'a plus rien à voir avec l'idée ni de la société industrielle, ni de la société post-industrielle qu'on a forgée au départ. On voit que la société numérique est ambivalente. Elle propose d'une certaine manière... avec, je pense, au covoiturage, avec les smart grids. Au fond, elle propose de gérer, j'ai envie de dire, les externalités négatives de la société industrielle. Donc, à certains égards, elle est post-industrielle. On va continuer d'utiliser des voitures, mais on va essayer de le faire de manière plus efficiente. Donc, oui, elle tient la promesse du service après-vente qui est nécessaire après toute cette accumulation de biens. Mais on voit qu'elle fait aussi tout à fait autre chose. Et je vais le terminer là-dessus, elle organise, sauf pour les GAFA, sauf pour ceux qui en sont les acteurs, une formidable mise en concurrence de la société, une mise en concurrence des humains entre eux. Et comme Kevin, je pense tous les mois, alors que je n'ai absolument pas demandé, mon classement RIPEC. C'est-à-dire qu'on sait tous les mois, on dit voilà, vous êtes numéro tant, je n'ai vraiment pas besoin de le savoir, mais on me le rappelle, et on est obligé de regarder, dire j'ai perdu 2-3 places, c'est le début de la fin. Bon, donc, formidable mise en concurrence des humains entre eux, alors qu'on pouvait croire que la société numérique allait davantage organiser de coopération, elle le fait aussi, mais beaucoup de compétition aussi. Et puis, c'est la grande frontière, c'est la grande inconnue, elle organise aussi une concurrence nouvelle entre les humains et les robots et les logiciels. Et là, évidemment, c'est le monde qui s'écrit aujourd'hui. Je comprends de mes collègues physiciens à l'école normale que l'intelligence artificielle a découvert il y a 5 ans, avec un article fondamental d'un certain Hinton en 2012, une façon de passer à la vitesse supérieure, nouvelle, qui explique le succès de AlphaGo pour jouer avec le jeu d'échecs, et que quelque chose de tout à fait nouveau est en train de se produire et qui va organiser la concurrence à une échelle beaucoup plus importante et significative que celle qu'on a observée avec cette polarisation entre les emplois humains et les emplois du monde numérique. Alors, les vieux fantasmes de la machine qui remplace l'homme ont toujours été écartés par les économistes comme des choses qui ne se sont jamais réalisées. Je suis optimiste aussi d'une certaine manière, mais ce qui est certain, c'est que la réinvention de la société dans laquelle nous entrons aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on annonçait il y a 50 ans quand on parlait de cette transition vers une société post-industrielle. Et au fond, on peut dire que cette mutation-là, cette transition-là est terminée et qu'à certains égards, les choses sérieuses commencent peut-être seulement maintenant. Voilà. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Je me permets juste une petite précision, parce que tout le monde n'est pas économiste dans la salle. Le classement REPEC dont parlait Daniel Cohen dans sa conclusion, c'est un classement qui classe les chercheurs en économie en fonction de leur publication. Effectivement, quand on est économiste, tous les mois, on reçoit un mail de cette institution REPEC qui nous dit lorsqu'on est cité et comment on est classé par rapport aux autres. Donc les économistes aussi sont maintenant soumis à cet impératif
de la concurrence et cette vision d'un classement qui est matérialisé et qui est évidemment en ligne et accessible à tous. C'était une parenthèse et petite précision que vous ne demandez pas de quoi on parlait en cette conclusion. Alors cette table ronde doit se continuer en 2 temps. Tout d'abord, des étudiantes et des étudiants qui sont ici ont préparé des questions pour nos 2 intervenants. Donc ils vont poser chacun une question. Et puis ensuite, il devrait rester une vingtaine de minutes pour les questions de la salle, qui, comme vous le savez, donc vous pouvez les envoyer par SMS au numéro qui s'affiche derrière moi et je les transmettrai aux intervenants. Donc je laisse la parole à vous 4. Donc bonjour, je suis Tom Verrier, étudiant en 2e année de prépa économique et gestion au lycée Récamier. Et j'ai une question qui rebondit un petit peu sur cette idée de nouvelle société qui n'est pas celle que l'on pensait qui se créerait aujourd'hui et qui porte sur le capitalisme inégalitaire qui se développe depuis 30-35 ans. Donc il faut que je mette un petit peu en contexte ma question. Donc on a une explosion des inégalités, on peut le dire, depuis 30-35 ans, depuis les années 80. Qui dit explosion des inégalités dit une croissance de la population pauvre qui est de plus en plus pauvre et une croissance de la population riche qui est de plus en plus riche et donc une fonte en fait de la classe moyenne. Qui dit fonte de la classe moyenne dit en fait fonte de la consommation, parce que qui est-ce qui consomme? Ce sont bien ceux qui ont des revenus mais qui ne sont pas trop élevés. Donc on peut dire en économie que les pauvres et ceux de la classe moyenne ont une propension marginale à consommer très forte. C'est-à-dire, pour l'expliquer très rapidement, si je donne 1 euro à une personne pauvre, elle va directement l'utiliser pour consommer parce qu'elle a des besoins qui ne sont pas satisfaits, comme l'habillement, l'alimentation, le logement. En revanche, si je donne ce même 1 euro à une personne très riche, elle ne va pas le consommer parce qu'elle n'en a que faire, elle en a déjà des sacrés volumes. Donc, ce capitalisme inégalitaire qui favorise en fait la croissance des inégalités, qui défavorise donc la consommation, est-ce qu'il ne fait pas courir à sa perte le capitalisme qui est basé en fait sur cette consommation? Parce que si je n'ai pas de demande de mon produit, à quoi bon le produire? Donc qui dit baisse de la consommation dit remise en cause en fait du capitalisme. Donc voilà ma question. Okay. Bon, bonne question. Je dirais 2 ou 3 choses. D'abord, ça c'est des questions qui reviennent régulièrement. On les a connues au fin du 19e et au début du 20e siècle. John Hobson, qui était un socialiste anglais, pensait que, vu les inégalités de l'époque, il y aurait trop d'épargne et que cela expliquait l'exportation des capitaux. Et donc, l'impérialisme, en quelque sorte, c'était aussi la thèse de Lénine. Donc, en fait, c'est très ancien ce que tu es en train de dire là. On peut se tutoyer, c'est plus facile pour moi, en tant qu'anglophone. Mais ça veut dire que ces choses reviennent et que donc, ce n'est pas inévitable que ça dure. Parce que si ça revient, alors c'est que c'est parti entre-temps. Hein? Il n'y a rien d'inévitable là-dedans. Aussi, au sein de l'Europe, vous savez, moi je suis contre le fatalisme et je crois que la politique peut faire changer les choses et les politiques des élus peuvent faire changer les choses. On constate que dans l'Europe, il y a des pays scandinaves, ils connaissent une hausse d'inégalité, mais c'est bien moins pire qu'ailleurs, donc il n'y a rien d'inévitable. Alors aussi, dernier point sur la question de la demande, probablement de nos jours, il faut voir cela dans une optique de mondialisation parce que c'est quelque part la demande mondiale qui est importante. Et là, il y a un paradoxe. Les pauvres, hein, les Chinois sont plus pauvres que nous. Donc, selon ta thèse, ils devraient consommer moins. Non, plus, mais ils consomment moins, ils épargnent incroyablement. Et ça, c'est un vrai problème au niveau national. Ils sont en train de s'auto-assurer. Ils ne veulent pas que le Fonds monétaire débarque comme ils ont fait en Asie du Sud-Est. Ils leur disent ce qu'ils doivent faire. Donc, et c'est un vrai problème. Il faut que les Chinois consomment plus. Il faut que nos amis
allemands consomment plus et ainsi de suite. Donc il y a aussi des problèmes au niveau national. Par contre, les anglo-saxons, hein, pour ça, ils sont géniaux. Ils ne font que consommer. Voilà, donc il faudrait que les anglo-saxons soient un peu plus allemands et vice-versa. Je peux juste dire un mot pour prolonger exactement ce que vient de dire Kevin. Les sociétés les plus inégalitaires, comme les pays anglo-saxons, sont aussi les pays où le déficit de la balance des paiements est le plus fort, aux États-Unis comme en Angleterre. Si le déficit de la balance des paiements est fort, ça veut dire que les gens dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Donc malheureusement, cette idée très généreuse ne se retrouve pas exactement dans les données, parce que les pauvres aux États-Unis vivent à crédit, donc ils consomment quand même, et les très riches consomment en fait aux États-Unis. Ils achètent plein de trucs inutiles, mais ils consomment. Donc on n'a pas cette corrélation exacte. En revanche, je pense que ce lien très important entre montée des inégalités et problème du monde contemporain, c'est à la fois un problème en soi, social et au fond sans doute à l'origine de la crise financière qu'on a connue dans les années 2000, mais c'est aussi le signe d'une autre pathologie qui est à chercher du côté de l'offre, de la production. Parce que si, et c'est là que je suis un tout petit peu moins optimiste que Kevin à l'instant, c'est-à-dire que si la raison pour laquelle il y a une montée des inégalités, c'est parce que les nouvelles technologies laissent sur le carreau des pans entiers de la société, alors bien sûr, il faut s'occuper d'eux, mais c'est un peu comme les paysans au XIXe siècle. On va s'occuper d'eux, mais pas à l'endroit où ils sont. Et donc, c'est le signe d'une formidable transformation à accomplir. Et je crois qu'il y a un lien à faire entre cette montée des inégalités et ce qu'on appelle le paradoxe de la nouvelle technologie. Il y a un grand débat avec Gordon sur la question de savoir si la croissance est faible. Est-ce que ça veut dire que les technologies sont moins innovantes que par le passé? Je pense qu'on peut le réconcilier si on pense que la croissance est faible, en partie parce que les technologies ne rendent très productif qu'un sous-ensemble des gens et que donc, d'une certaine manière, la base productive que ces nouvelles technologies permettent de rendre plus productif encore et plus étroite qu'elle n'était auparavant. Et donc il y a un lien, je crois, en profondeur à faire entre cette question des inégalités et le déraillement de la société actuelle qui va très au-delà, même si c'est important aussi, de la question des débouchés et de la consommation finale. Bonjour, je m'appelle Alexia Marsal, je suis en classe préparatoire D1 au lycée Juliette Récamier, j'étudie le droit et l'économie. Ma question porte en fait sur la mondialisation, puisque Monsieur O'Rourke, vous avez mentionné que les entreprises ont besoin de marchés assez larges et donc de marchés mondialisés pour se développer réellement. Mais ma question, c'est en fait, à partir du moment où tous les pays commercent entre eux, où est-ce que les entreprises peuvent trouver leurs nouveaux débouchés? Je suppose qu'ils trouvent de nouvelles débouchés s'il y a la croissance. Voilà, donc il ne faut pas forcément chercher de nouveaux territoires, il faut que les territoires deviennent plus riches et alors il y aura plus de demandes, je le verrai comme ça. Mais pour moi, le clé, c'est au niveau mondial, ce serait l'Afrique. Parce que c'est là le dernier endroit où ils sont vraiment toujours très pauvres et où ils n'ont pas connu de façon systématique cette convergence que connaît la Chine et maintenant un peu moins l'Inde, etc. Et ça serait bien pour nous que l'Afrique croît, ça va aider sur le côté flux migratoire et tout, mais aussi économiquement, vous savez, s'ils commencent vraiment à croître, ils sont juste à côté de chez nous, il y aura d'énormes marchés là-bas, et aussi pour les faire croître, il faudra beaucoup d'investissements. Et donc il y aura des débouchés aussi pour nos épargnes. Et on ne parlera pas d'un excédent d'épargne si l'Afrique commence à croître parce qu'il faudra des investissements infrastructurels et autres. Donc pour moi c'est un défi, mais c'est aussi un espoir quelque part. Je suis Alexandra, étudiante au lycée Claude Bernard en deuxième année de classe préparatoire.
aux écoles de commerce. Donc pour revenir aux 30 Glorieuses, est-ce qu'on peut considérer que c'est une période normale ou alors exceptionnelle, et aussi la France du coup peut connaître de nouveau cette période, ou alors c'est terminé? Des taux de croissance à 5-6% par an sur 2 décennies, non, on ne le connaîtra plus, sauf si vraiment vous accumulez un tel retard vis-à-vis des États-Unis que vous allez converger. Mais non, je crois que la France est un pays très riche. Hein. Il faut le souligner, vous êtes très riche, vous êtes incroyablement productif. Hein, vous avez des tas d'atouts. À chaque fois que je viens en France et sur un plateau comme ceci, je dis quelque chose toujours contre le déclinisme français qui me semble exagéré vu de l'extérieur. Vous avez des tas d'atouts, vous fabriquez moins de choses qu'auparavant, mais vous fabriquez quand même plus de choses que les Anglais, par exemple. Vous avez des industries et tout ça. Mais ça veut dire que forcément, vous ne pouvez pas croître aussi rapidement que les pays très pauvres. Et ça, c'est un fait, malheureusement. Bon, juste pour ajouter, je suis tout à fait d'accord évidemment avec Kevin, et d'ailleurs sa démonstration était indiscutable. On voyait bien que le gros de la croissance en France après-guerre était lié à un rattrapage des États-Unis, et que quand on s'est rapproché à 70-75%, tout d'un coup le potentiel de croissance est interrompu. Il y a d'ailleurs 2 observations à faire par rapport à ce grand flashback sur les 50 dernières années. C'est que cette idée, au fond, qui est très simple, qui est très naturelle, qui était contenue d'ailleurs dans ce que nous disaient les modèles de croissance qu'on enseigne à l'école, les modèles de Solow, qui est que quand on est pauvre, eh bien, normalement, on doit croître plus vite, puisque le rendement d'accumulation du capital est plus fort. Cette idée très simple, elle a connu une espèce de paradoxe, en réalité, qui est que d'abord, les gens n'ont pas fait cette prédiction au début des années 70. Ils n'ont pas vu ce graphique que très fièrement nous présentons maintenant. Je ne crois pas qu'il ait été fait dans les années 50 ou 60. D'ailleurs, dans son livre « Les 30 Glorieuses », Jean Fourastier donne beaucoup de raisons pour lesquelles les 30 Glorieuses se sont interrompues, mais pas la raison que le phénomène de rattrapage avec les États-Unis était en train de s'interrompre. Et en ayant beaucoup de respect pour les travaux de Edmond Malinvaud, Carré et Dubois, la conclusion de leur livre sur la croissance française en 72, c'était de dire oui, il y a un phénomène de rattrapage qui normalement devrait s'interrompre, mais on a maintenant toutes les raisons de penser que notre société en croissance a pris le pli de ces transformations et que donc cette croissance devait continuer. Donc il y a eu d'une certaine manière un aveuglement à ce raisonnement. Vas-y. Non, je voulais juste ajouter que mon pays a connu sa convergence pendant les années 90, 20-30 ans après la France. Et donc, son pays, c'est l'Irlande, pour que vous sachiez. Voilà l'Irlande. Et donc, on a connu une croissance, mais vraiment miraculeuse. Mais en fait, comme tous les autres pays dans les années 50 et 60, quand on est arrivé à l'année 2000, j'avais dû écrire quelque chose et j'avais dit ça va ralentir, ça ne peut pas continuer comme ça, on est maintenant riche. Mais en fait, c'est juste à ce moment que ça devient dangereux, parce que c'était ça que les politiques ne voulaient pas entendre. Et en fait, on a continué à croître très rapidement entre 2000 et 2007, mais c'était fondé sur une bulle immobilière et du crédit, et ça a explosé. Donc oui, ça c'est le seul moyen, quand vous êtes déjà riche, de croître très rapidement, c'est de souffler, de créer des bulles, et ça, c'est pas bon. Merci. Donc, moi, je me présente rapidement aussi. Donc, je m'appelle Eddy Chemba, je suis étudiant en 2e année au lycée Claude Bernard, donc en classe préparatoire. Ma question porte sur l'avenir et le futur, en fait, du capitalisme. Donc, est-ce qu'on peut dire, tout simplement, que le mercantilisme est la continuité du capitalisme? Explique-moi pourquoi tu penses ça. Tout d'abord parce que le mercantilisme, en fait, se base sur... Oui, et aussi explique au public... l'enrichissement, en fait, de son propre pays par des méthodes de protection. Donc je pense également à la protection sur l'importation par des taxes. Et donc le capitalisme, on sait qu'aussi est un mode de production sur également un accroissement de la production.
Donc est-ce que pour l'avenir et le futur, est-ce qu'on peut parler que tout simplement le mercantilisme est la continuité en fait? C'est l'avenir du libre-échange. Historiquement, les deux choses ont eu des relations avec... il y a eu des relations entre les deux au XVIIIe siècle, où on a connu peut-être le début d'un certain capitalisme. Bien sûr, les États étaient mercantilistes. Il y avait ces luttes acharnées entre les Français, les Anglais, les Néerlandais, et ainsi de suite. C'est une vieille question. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs Montesquieu est français, il pensait qu'au contraire le capitalisme adoucirait les mœurs. Donc il pensait qu'on commercerait les uns avec les autres et on découvrirait combien on aimait les autres. Ce qui était un peu ironique à une époque où le grand commerce c'était l'esclavage et tous les produits des esclaves. Mais bon, ironie, c'était pas son point fort. De nos jours, je suppose que beaucoup de gens diraient tout le contraire, que les multinationaux, c'est les capitalistes de nos jours et ils ont tout intérêt à ce qu'un système très mondialisé survive. Mais bon, de l'autre côté, c'est vrai qu'on rentre maintenant dans des eaux périlleuses avec M. Trump et avec la Chine qui est aussi très nationaliste et que peut-être on va voir un revirement quelque part. Donc, on va voir. Donc, si la question c'est est-ce que le libéralisme économique au niveau international a de beaux jours devant lui ou est-ce qu'on est à la veille d'un formidable retour de bâton, on ne peut pas savoir, il faut voir en effet. Mais je ferai une distinction entre, parce que Kevin l'avait fait dans sa présentation, entre ce qu'on appelle le libéralisme économique, enfin le libre-échange. Il y a les flux financiers, il y a la libre circulation des marchandises et il y a la libre circulation des personnes. Pour les marchandises, je pense que quelque chose d'irréversible a été atteint. Et je parlais de la société numérique à la fin. Je crois qu'on est dans un monde où les entreprises elles-mêmes vivent tout en externalité, en externalisation. Le taux de recours à des sous-traitants a explosé au cours des 30 dernières années. Et donc, ça se retrouve dans les statistiques du commerce international. C'est ce qu'on appelle la désintégration verticale de la chaîne de valeur. C'est le signe qu'une entreprise aujourd'hui vit dans un monde ouvert. Ça peut être son sous-traitant, peut être de l'autre côté de la rue, à l'autre bout du monde. Ça n'a pas d'importance. Le type d'organisation aujourd'hui des entreprises, c'est de faire tout ce qui peut l'être pour se concentrer sur son avantage comparatif. C'est ce qui fait que, je crois, un retour de protectionnisme aujourd'hui serait beaucoup plus difficile et beaucoup plus dangereux qu'il n'a pu être avant dans l'histoire où, au fond, on vendait des produits contre des matières premières et le commerce n'était pas aussi intense au sein des secteurs industriels qu'il l'est aujourd'hui. Donc je crois que quelque chose d'irréversible a été fait de ce point de vue-là. Pour la finance, c'est un peu la même chose. Je vois ça comme un cas particulier de l'économie numérique dont je parlais. C'est-à-dire les flux financiers aujourd'hui sont complètement dématérialisés. Ce serait très très difficile de revenir à une forme de protectionnisme dans ce domaine. En revanche, le point où nous sommes dans le mercantilisme absolu, sans même nous en rendre compte, c'est sur la libre circulation des personnes. Où là, les frontières sont terribles, beaucoup plus étanches qu'elles n'étaient au début du XXe siècle. Je crois que par habitant, il y a 3 fois moins de personnes aujourd'hui qui circulent par rapport à la population mondiale qu'au début du XXe siècle. Et quand on regarde ce que donnerait un monde libéral en termes de circulation, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, une de Lant Pritchett, qui a écrit un livre très intéressant, très provocant, qui s'intitule « Let Their People Come », dans lequel il fait des comparaisons sur le taux de migration d'un Irlandais au XIXe siècle, d'un Sicilien, d'un Russe, relativement à son point de départ, et comparativement à ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, pour gagner 3 à 4 fois plus, un Irlandais ou un Sicilien traversait les mers dans des conditions épouvantables. Aujourd'hui, on est dans un rapport de 1 à 10 entre les populations qui pourraient émigrer et celles vers lesquelles elles pourraient aller, et la migration n'a pas lieu. C'est dire que, alors qu'on est dans un monde où la liberté de circulation, les coûts de transport ont été réduits dans un facteur X. Et donc, on voit ici un protectionnisme très très fort. Et je pense que c'est ça
aujourd'hui, et c'est comme ça que le Front National aussi se nourrit de cette peur, je crois que c'est vraiment la question de la libre circulation des personnes qui aujourd'hui, alors je dis une chose très banale, on l'a sous les yeux, mais on oublie parfois de le rappeler. C'est cette libre circulation des personnes aujourd'hui qui sera peut-être dans 2 siècles jugée très sévèrement par les Kevin O'Rourke du 22e siècle, qui diront mais quel degré de protectionnisme ces pays ont atteint alors que d'extraordinaires richesses auraient été rendues possibles si on laissait les gens circuler. Toujours l'un de Pritchett citait une étude d'un autre bonhomme, un Anglais qui s'appelle Welley, je crois, qui montrait que dans un monde où la libre circulation des personnes serait totale, on pourrait multiplier le PIB mondial par 2 ou 3. C'est facile de comprendre d'où vient son calcul. C'est-à-dire que si les pauvres, au lieu de rester dans des pays très peu productifs, venaient dans les pays très productifs, on voit bien l'extraordinaire, je crois même que c'était 5 le chiffre qu'il avait. On est dans des ordres de grandeur qui sont considérables, alors que la libre circulation des marchandises au-delà du point où on est augmenterait le PIB mondial de, je ne sais pas, 2-3%, enfin selon les estimations. On est au bout de ce processus d'une certaine manière. Donc oui, la question du mercantilisme réinterprété comme des obstacles à la libre circulation des personnes est la question du moment. Et évidemment, c'est là que la politique joue son rôle. C'est tout à fait improbable de penser qu'on puisse en sortir à court terme. Mais un de mes amis et collègues professeurs de philosophie à l'École normale supérieure, Francis Wolff, vient de publier un livre qui s'appelle « 3 utopies ». Donc il y en a 2 que je ne vais pas décrire, mais la 3e, et dont il disait que c'était la seule qui vaille aujourd'hui, la seule qui était dans le prolongement de l'idéal humaniste des Lumières, c'était une société cosmopolite, l'idéal de Kant, qu'on a complètement abandonné, si ce n'est peut-être en Europe, et qui reste, disait-il, l'idéal philosophique des siècles, ou peut-être du XXIe siècle. Donc je crois que c'est très important de sans cesse se rappeler cette question, comme le point de divergence entre les économistes et la politique, sans doute, peut-être. Merci beaucoup. Il nous reste un quart d'heure, donc je vais transmettre les questions que vous avez bien voulu poser aux intervenants. Donc là, je fais l'expérience de la pression du numérique, puisque je vois plus de 70 questions s'afficher sur ma tablette. Donc j'essaie d'en reprendre le contrôle et vous devinez qu'on ne pourra pas évidemment toutes les aborder. Je vais en grouper, puisque beaucoup sont assez similaires. Beaucoup de questions sur le développement de la Chine. Et beaucoup de personnes se demandent si la Chine ne va pas représenter le modèle, la frontière technologique et aussi le modèle politique pour les années à venir. Ce qui est lié à d'autres questions sur le modèle capitaliste chinois. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de capitalisme en Chine et finalement ce qui renvoie à la question plus générale de définition du capitalisme? Est-ce que aujourd'hui la Chine est un modèle pour les autres sociétés capitalistes? Alors, est-ce que la Chine est la nouvelle frontière technologique? Alors, c'est un peu paradoxal parce que la Chine est dans un rapport qui reste de 1 à 5 de mémoire, 10 000 contre 50 000, le revenu par habitant en Chine et le revenu par habitant aux États-Unis. Donc, il y a un paradoxe dans la question, mais que je trouve très stimulant. Parce qu'en effet, il y a 2 domaines dans lesquels la Chine peut être leader. Le premier, c'est sur le réchauffement climatique et les technologies propres. La Chine subit, pour elle-même, pas pour le monde, à la limite, je pense qu'elle s'en ficherait, mais pour elle-même, elle subit les conséquences de la pollution. On sait que Pékin est une ville invivable pendant, je ne sais pas combien, 5 mois, 6 mois par an, et que ça, c'est un formidable défi que les Chinois doivent relever. Et donc, si 1 milliard de Chinois se mettent à réfléchir aux conséquences du réchauffement, ou en tout cas de la pollution pour leur vie propre, forcément, on aura quelques technological breakthroughs, il y aura des ruptures technologiques qui viendront de Chine, c'est tout à fait possible. L'autre domaine, c'est un petit peu moins, je dis ça un peu là pour le coup, un peu à découvert, dans lequel les Chinois peuvent être en avance, c'est que les Chinois, c'est 1 milliard de gens qui, non pas parlent, si je comprends bien, mais écrivent la même langue. Et donc, par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux, il y a, on voit bien, des géants chinois qui sont en train d'émerger, parce que pour le coup, ils ont un marché, entre guillemets, captif absolument considérable, qui peut créer des ruptures technologiques aussi. Donc ce serait pour la réponse à la première question. Sur la question ensuite de savoir, est-ce que la Chine est un modèle pour le capitalisme de demain, c'est paradoxal là encore comme question, puisque la Chine essaie une voie tout à fait
bizarre, même si on l'a déjà observé dans le passé, on l'a observé d'ailleurs en Allemagne ou en France, d'une société pas du tout démocratique, qui devient une économie de marché. Ça, on a déjà vu ça, au fond, d'une certaine manière, mais à l'heure où l'information circule librement. Et là, on est au cœur du paradoxe chinois. Combien de temps le Parti communiste chinois, pour avoir le monopole, on va dire, de la violence légitime, en tout cas du point de vue de la production idéologique, dans une société complètement ouverte? Ça, c'est une question nouvelle. Autant il est facile de comprendre qu'une société industrielle puisse être une société totalitaire, en vertu de ce que je disais de Engelhardt avant, à savoir que les sociétés industrielles étaient hiérarchiques et au fond d'obéissance, donc il n'y a aucune difficulté pour un Hitler de garder une société industrielle alors même que la démocratie s'érode. Autant pour la société de l'information, c'est une question complètement neuve et très ouverte. Oui, moi je dirais seulement que le futur est profondément imprévisible. Dans les années 80, les Américains avaient vraiment peur des Japonais. Ils pensaient que les Japonais allaient dominer le monde économiquement, et après il y a eu un grand crash au Japon et ils sont toujours pas très bien. Et on ne sait pas même si la Chine va continuer à croître au rythme actuel. C'est difficile de franchir la cape entre être à leur niveau de vie et le prochain niveau de vie. Donc on va voir ce qu'on va voir. Alors, plusieurs questions, mais là aussi, ça porte sur une question sur l'avenir. Donc, Kevin, vous n'allez peut-être pas être très content, mais beaucoup de personnes se demandent quels seraient les ressorts actuellement pour une croissance. Beaucoup de personnes disent, on comprend intuitivement pourquoi on pourrait entrer dans une période de stagnation, et on a du mal à comprendre aujourd'hui quels pourraient être les facteurs économiques qui pourraient faire espérer une croissance à nouveau forte et solide. Le futur technologique est très imprévisible, je crois, mais s'il y a un chantier qui est prévisible, en fait, je l'ai déjà mentionné, il faut travailler sur le climat, qui est le grand défi auquel nous sommes confrontés. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont déjà en train d'être développées, et avec ça, il y aura besoin d'investissements, mais extrêmement massifs, infrastructurels en Europe et ailleurs. Donc ça, c'est prévisible et c'est nécessaire. Oui, pour reprendre la nature, pour redire la nature de l'imprévisibilité du monde dans lequel on est. Je crois qu'il est de deux natures. D'abord, que vont devenir les nouvelles technologies? Je parlais brièvement de l'intelligence artificielle. Je crois que vraiment personne ne peut dire jusqu'où elles iront. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est plus simple à comprendre pour un économiste, mais même si elle est par définition tout aussi imprévisible que la précédente, c'est quelle est la nature de la complémentarité qui existera entre ces technologies et le travail humain. Ça me permet d'ailleurs de reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi les nouvelles technologies n'ont pas montré le même potentiel de croissance que les précédentes? Parce que pour une grande partie de la population, elles sont dans un rapport de substituabilité au travail humain. En tout cas, c'est la théorie de la polarisation. C'est au milieu de la distribution des revenus. Pour la classe moyenne, la technologie n'est pas un levier de croissance, mais un compétiteur. Le logiciel va faire ce que faisaient les gens à la place. Et la question de savoir où vont aller les gens pour trouver un emploi qui, dans la mesure du possible, sera complémentaire des technologies. Et c'est ça, à l'intérieur de l'incertitude dominante, du devenir des technologies, qui est à mes yeux la grande incertitude. Est-ce que les logiciels, comme on lit dans les livres de science-fiction aujourd'hui, vont presque tout faire, ne laissant aux humains que les tâches les moins glorieuses, celles que les robots ne pourront pas faire? À ce moment-là, la polarisation deviendra encore plus polarisée. Il y aura ceux qui inventent les robots, etc., bien entendu, qui, eux, par définition, continueront de s'enrichir, mais les autres sont mis en concurrence. Et comme disait mon collègue Gilles Saint-Paul, s'il faut 1000 € pour fabriquer un robot qui fait toutes les tâches humaines, le salaire humain, il ne pourra jamais dépasser 1000 €. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Il y a un modèle Y égale A plus K, enfin L plus K, qui permet de comprendre exactement ce dont on parle quand on est en train de réfléchir à l'avenir des nouvelles technologies dans leur rapport au travail humain. Alors, mon signe d'optimisme, à moi, c'est cette observation simple, qui a été faite, je crois, par un bonhomme qui s'appelle Tyler Cowen, qui a écrit un bouquin sur la stagnation. Et il parlait du jeu d'échecs. Alors déjà, son modèle est obsolète, mais de la fameuse bataille entre Kasparov et Big Blue, l'ordinateur d'IBM.
la mise en concurrence d'un ordinateur et d'un joueur d'échecs ne se fait plus depuis très longtemps, puisque maintenant, en gros, n'importe quel ordinateur, pas juste le plus gros ordinateur d'IBM, mais n'importe quel ordinateur est capable de battre le meilleur joueur d'échecs du monde. Donc la bataille n'a plus aucun intérêt. En revanche, il s'intéressait, je crois que c'était lui, à des compétitions qu'il appelait freestyle, c'est-à-dire un humain et un ordinateur contre un humain et ordinateur. Et donc, par définition, c'est mieux un humain et un ordinateur que soit un humain tout seul, soit même qu'un ordinateur tout seul. D'ailleurs, on dit que pour Big Blue, il a sans doute eu un petit coup de pouce d'un humain derrière. Enfin, c'est peut-être pour ça que Kasparov a été surpris par le manque de prévisibilité de l'ordinateur lui-même au moment où la partie s'est faite. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche cette complémentarité idéale entre l'humain et l'ordinateur, c'est pas Big Blue et Kasparov contre n'importe qui d'autre. C'est pas les meilleurs dans chacune de leurs catégories qui forment la meilleure paire. C'est un très bon joueur d'échecs, un très bon ordinateur, sans que ce soit l'un ou l'autre le meilleur, mais ceux qui sont capables précisément de trouver la meilleure complémentarité, plus vers le bas que vers le haut. Et ça, c'est la promesse d'un monde où le travail humain et les technologies pourraient être réconciliés. Si c'est ça le modèle, de nouvelles formes de complémentarité, alors on sortira par le haut de cette transformation, de cette mutation technologique. Vas-y, je vois que tu joues aux échecs, toi, non? Très mal. Non, je pensais juste à Brad DeLong. Tu as vu ce que Brad dit, c'est un historien économique. Quand il veut être très pessimiste, il fait la comparaison avec l'humain et les chevaux. Parce que les chevaux, ça servait à des tas de choses avant les moteurs de combustion interne. Et maintenant, ça ne sert à pas grand-chose. On ne les mange même pas beaucoup. Et donc voilà. Mais bon, je suis moins pessimiste que Brad quand même. Non. Moi, je ne suis pas pessimiste comme cette métaphore des chevaux. Non, mais j'essaye de voir où l'optimisme peut venir. Et je crois que l'optimisme viendra de la reconnaissance du fait que, pour l'instant, on est dans une phase plutôt de substituabilité, puisqu'il s'agit de détruire les reliquats de l'ancien monde, mais que ma façon d'être optimiste, c'est de penser qu'on aura des complémentarités qui vont se réinventer. C'est ma façon d'être optimiste. Mais de l'autre côté, bon, point historique, au fin du 18e, début du 19e, quand il y a eu ces nouvelles technologies, c'est ces technologies qui font que nous sommes riches aujourd'hui. Mais par contre, si c'était quelqu'un qui tissait du matériel en 1800, t'es cuit. Le reste de ta vie, t'es pauvre. Tes enfants sont probablement pauvres aussi. Donc, les économistes sont parfois trop... ils esquivent trop facilement la question du fait qu'il y a des vrais perdants parfois. Et voilà, ça c'est l'enjeu politique pour nous. Alors c'est une parfaite transition sur la question de la protection, justement, et comment les perdants de ces mutations technologiques ou des conséquences de la mondialisation, comment prévenir et protéger ces mutations, une partie de la population qui peut en souffrir. Il y a beaucoup de questions autour de cette question de la protection, en partie liée à votre référence à l'Europe qui protège d'Emmanuel Macron, Kevin, lorsque vous avez posé cette question, et plusieurs questions sur comment est-ce qu'un État peut protéger aujourd'hui dans un contexte de hausse des dettes publiques. C'est plus facile pour moi de décrire les défis que de décrire les solutions. Je crois que les économistes ont des points aveugles. Donc un économiste classique va te dire si quelqu'un perd un emploi, il faut le rembourser avec de l'argent. Mais on sait que ça ne sert pas à grand-chose parce que les êtres humains n'ont pas besoin seulement d'argent, mais la dignité qui vient du fait que tu travailles et que voilà. Et un autre point aveugle, et on le voit vraiment aux États-Unis, c'est que les économistes d'habitude ne se rendent pas suffisamment compte du fait que les êtres humains sont attachés souvent à leur région. Donc ils disent à ces gens dans des régions défavorisées, il faudrait que tu ailles en Californie. Mais non, même les Américains qui sont beaucoup plus mobiles que nous, ils sont souvent attachés à leur lieu de travail. Alors, il faut éviter de faire les mêmes erreurs que les Américains. Si tu es dans une région où on faisait du charbon ou quelque chose et que la région tombe, c'est pas seulement
ton avenir qui est fini, mais parce que les écoles dépendent des revenus locaux, tes enfants n'ont pas un bon avenir non plus. Donc là, il y a bien sûr des choses qu'on peut faire sur le plan financement public. Mais bon, il faut chercher du travail. Il faut du travail. Et ça, c'est difficile. Et c'est difficile avec les règles qu'on a sur les aides d'État et tout ça. Mon père était diplomate irlandais à Bruxelles pendant les années 70 et 80. C'est pour ça que je parle wallon. Et il me dit que quand il était là, dans les années 80 à Bruxelles, il ne discutait que de subventions pour des régions défavorisées, des subventions pour des ouvriers qui avaient perdu leurs emplois. Ça, c'était un grand sujet et il me semble que ça devrait être possible pour nous de parler beaucoup plus que de ça. Donc, je crois qu'il faut des politiques régionaux. Voilà, c'est ça ce que je pense. Il faut des politiques régionaux. Parce que c'est ça les vrais problèmes. Il y a des inégalités régionaux. Moi, mon village est dans Rhône-Alpes, ça marche très bien, mais il y a d'autres régions où ça marche beaucoup moins bien. Et donc, il faut ne pas être trop dur sur les aides d'État et il faut être un peu pragmatique, à mon avis, des fois. Non, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le point aveugle, effectivement, c'est très bien dit des économistes, c'est de penser qu'une redistribution monétaire suffit à régler le problème, alors qu'il s'agit bien entendu de tout à fait autre chose, c'est de s'assurer qu'il y a un retour vers l'emploi. Alors, on est dans la discussion sur les mutations technologiques, et évidemment, c'est normal qu'on en parle dans ces thèmes. Enfin, il ne faut pas oublier que quand même, le gros du chômage est lié à des dérèglements macroéconomiques, macro-financiers. Je rappelle que le taux de chômage en France, en 2008, il était sous la barre des 7%, il était à 6,8%, et que le pessimisme des gens sur l'avenir, je reprends mes enquêtes du CEVIPOF et du vote sur le Front National, la remontée du pessimisme date vraiment de ce moment où le taux de chômage agrégé a recommencé de croître, mais pour des raisons qui, pour le coup, sont très éloignées de ce dont on parle. Donc n'oublions quand même jamais que la belle et vieille stabilisation macroéconomique peut quand même jouer un rôle pour aérer et alléger ces souffrances. Maintenant, oui, au niveau de la personne, la migration d'un emploi à un autre reste la question centrale. Et j'ai envie de dire, cette histoire de polarisation de l'emploi, c'est-à-dire c'est le milieu qui s'affaisse, c'est la grande question qui nous inquiète, parce qu'avant, j'ai envie de dire dans les années 80, on pensait que le progrès technique, il était biaisé, mais simplement dans une seule direction, qui était les moins qualifiés perdent leur emploi au profit des plus qualifiés. Donc le remède à ça était simple, il fallait requalifier les gens, les ramener à l'école, leur donner des compétences additionnelles, et ils allaient profiter de ce gradient positif. À partir du moment, jusqu'à un certain point aussi, il ne faut pas non plus exagérer trop les choses, mais à partir du moment où c'est le milieu qui s'affaisse, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le gradient, c'est-à-dire la corrélation entre le niveau d'études et l'employabilité, n'est plus aussi simple à interpréter. Et c'est un peu ça le désarroi aussi des politiques économiques aujourd'hui et des politiques sociales. Réforme de l'université aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il faut amener le maximum de gens à la licence, mais je crois qu'on comprend aussi que des formations intermédiaires sont très très importantes, parce que justement, augmenter simplement par une translation le degré d'études moyen ne peut pas suffire aujourd'hui à absorber cette mutation technologique. Très bien, il est 15h30, va être temps de laisser la place à un autre débat. Il est temps de remercier nos intervenants.